bienvenue dans la correction de ce petit exercice de la semaine que nous allons faire ensemble. Ici, il s'agit d'une petite phrase extraite d'un conte fort connu qui est le conte dit du paysan éloquent, également connu sous le nom de conte de l'Oasien ou les plaintes du Fellah. Il s'agit en vérité d'un Oasien qui quitte son oasis avec une caravane d'ânes chargés de produits agricoles. Donc il va descendre dans la vallée pour les vendre, mais ce faisant, il va traverser une propriété qui appartient à Renzi, fils de Mérou, et surtout qui est gardé par quelqu'un de terrible, le redoutable Nemtinact, qui va user d'un stratagème pour détourner l'âne et finalement voler, détrousser le pauvre paysan. Paysan qui ne va pas s'en laisser compter, il va aller se plaindre auprès d'un responsable qui s'appelle notre oisien Kun Inpu va se mettre en quête de Renzi pour pouvoir aller se plaindre auprès de lui et surtout pour pouvoir récupérer sa marchandise. Seul problème, c'est que sa plainte est absolument éloquente, il parle très bien, et lorsque Renzi va présenter cette plainte à Pharaon lui-même, le roi va être tellement impressionné qu'il va dire faites-le revenir parce que ça me distrait, moi ça m'amuse. Et c'est ainsi que, à plusieurs reprises, le paysan va devoir revenir présenter ses réclamations. Et cela durera 9 jours, au bout desquels la justice sera rendue. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. Mais voilà où on en est. Et la petite phrase que nous avons ici, c'est un moment où entre deux plaidoiries, le pauvre Kun Inpu est en train de se désespérer et surtout, il n'a plus aucun viatique avec lui. Voilà où on en est. Si vous souhaitez approcher le texte d'une manière plus complète, je vous conseille une petite recherche sur internet, le conte de l'Oasien, essayez de ne pas faire trop de fautes, voilà, et vous aurez, ici le voici, c'est sur academia.edu, ici, un PDF qui est en libre accès, qui charge, qui est donc le conte du paysan éloquent, texte hiéroglyphique, translittération et traduction commentée, qui est réalisé ici par Patrice Le Guyou. Et nous allons avoir ici donc le texte, vous aurez une traduction suivie, voilà, toute une présentation, une traduction suivie, la bibliographie, et alors je passe rapidement, vous avez tout le texte ici, et alors vous voyez que c'est un conte assez long, et on en est ici à la 9e supplique, comme je vous disais, il va devoir revenir plusieurs fois, chaque jour se présenter, et vous avez ensuite le texte hiéroglyphique et un peu plus loin la translittération. Il vous suffit de télécharger vous pouvez envoyer un petit mot de remerciement, évidemment, et vous téléchargez le PDF que vous pouvez à ce moment-là lire à votre aise chez vous. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons notre phrase qui est ici, on a plus ou moins cerné le contexte. Nous allons maintenant utiliser nos points de calage, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui me permettent de couper mon texte avec une quasi-certitude, et j'en vois déjà un qui apparaît ici, avec un petit trait isolé qui est ici. Je vois ensuite 3 petits traits qui sont ici, qui est souvent la marque du pluriel. Si je continue encore un petit peu, je vois que j'ai 2 traits qui sont ici, pareillement, je peux les couper, et je termine avec le disque solaire, qui est le déterminatif des phénomènes astronomiques. Voilà, donc j'ai fait un premier découpage, et maintenant la question que je me pose, c'est de savoir à quelle catégorie de phrase, à quel paradigme peut bien se référer cette phrase. Nous aurons besoin, bien entendu, de notre boîte à outils. Donc, pour rappel ou pour découverte de ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est un ensemble d'outils, de tableaux, comme on va le voir, que je mets à disposition. C'est tout à fait accessible, c'est libre d'accès. Enfin, plus ou moins libre d'accès. Je demande quand même à ce que on se signale auprès de moi pour pouvoir y accéder. Internet n'est pas rempli que de personnes, de bonnes personnes, donc il y a une petite vérification, mais sinon voilà, tout le monde peut s'inscrire et y avoir accès à cette boîte à outils. Et là vous avez les autres cours qui sont actuellement en train de se donner. Donc dans la boîte à outils, je vais retrouver toute une série de documents que j'ai placés là, et le premier
document que nous allons aller rechercher dans les schémas de synthèse, c'est ce tableau-ci. Ce tableau-ci qui nous indique que la première des choses que nous allons chercher dans une phrase, ce sera le sujet, et que nous allons ensuite essayer de déterminer la nature du prédicat. Pouvant être verbal, c'est comme en français, c'est assez classique, on a le verbe et puis le sujet, nominal, adjectival, adverbial, avec ici des sous-catégories. Je vais spoiler légèrement, hein, c'est pédagogique. Ici, nous avons une forme qui est dite préposition plus infinitif, c'est-à-dire un verbe à la forme nominale postposé à une préposition. Ça peut être intéressant, mettons ça dans un petit coin de notre mémoire. Nous aurons ensuite besoin d'un autre tableau qui sont les tableaux des pronoms. Voilà, tableau des pronoms qui sont ici. Où l'on a différents pronoms qui sont ici, et c'est ce tableau-ci qui nous intéressera. Les pronoms personnels suffixes, je, tu, il, nous, vous, il, j'attire votre attention sur celui-ci. Enfin, un autre tableau qui est également important, et je l'ai rechargé il n'y a pas longtemps, tableau des principales prépositions. Ici, nous avons les prépositions simples, les plus fréquentes. Pourquoi est-ce qu'on dit simple? Tout simplement parce qu'il y a des prépositions composées. On en parlera dans un autre exercice. Ces différentes prépositions qui sont ici peuvent être éventuellement confondues, hein, donc confusion même pas éventuellement, mais ça peut arriver assez fréquemment, où vous aurez ici les différentes confusions possibles. Ainsi, par exemple, la préposition HR qui est ici, qui signifie sur, dessus, au sujet de, peut très souvent être confondue avec la face, suivie d'un trait en dessous, et donc à ce moment-là, c'est le déterminatif de la figure humaine. Donc voilà deux choses auxquelles il faut s'habituer. Ici, ces différents tableaux, ce sont des tableaux, il faut un peu les étudier et les connaître par cœur. Mais avec des exercices, au fur et à mesure, on finit par les assimiler. Alors, si je revois un peu ma copie, je vais voir que j'ai oublié ici un petit déterminatif qui est un déterminatif de cruche, qui est ici, et que j'avais également un autre déterminatif ici de cruche qui se trouve là-bas. À partir de là, je vais rechercher en début de phrase si je n'ai pas affaire à un verbe, et là nous allons avoir quelque chose de particulier, puisque nous aurons un verbe qu'on appelle souvent le verbe être, mais qu'on appelle également un convertisseur ou un indicateur d'énonciation. C'est un mot qui a un comportement un, hein, le petit lièvre, retenez-le bien parce qu'il court vite et il faut l'attraper. Allez dans le dictionnaire par exemple de Bonami et regardez à l'occurrence un, vous verrez que c'est un mot qui est assez complexe. On va simplement retenir ici que nous avons affaire à deux particules proclitiques qui se combinent pour avoir la forme dite un-in et qui est une forme plus que fréquente. Un-in, c'est un paradigme tout à fait identifié, tout à fait reconnu. Si j'ai un indicateur d'énonciation, ce qui suit ici pourrait être potentiellement un verbe, mais je n'en vois guère. Surtout qu'ici, j'ai la face avec le trait en dessous. Si ceci est pris comme étant la face, je ne vois pas très bien comment on arrivera à traduire ça. Par contre, le fait d'avoir verbe ou indicateur d'énonciation suivi du sujet, puis d'un complément prépositionnel, ça c'est tout à fait classique. Dans les tableaux de pronoms que nous avons vus tout à l'heure, on a vu que ceci pouvait être le pronom tout. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces pronoms, hein, qui est donc la définie, donc c'est on. Un-in se traduit généralement par, voilà, je vais le mettre ici, par alors, ensuite, hein, littéralement, moi je le traduis aussi par être de, être ensuite, hein, donc voilà, donc alors ensuite arrive quelque chose. Le sujet qui est ici, c'est le on. Alors ensuite, on, forcément, on est dans une phrase non verbale, donc du coup, il va falloir insérer à un moment ou à un autre un verbe être, qui est sous-entendu.
On aura ensuite la préposition qui est là, qui est sur. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, il existe des propositions en prédicat adverbial de type complément prépositionnel introduisant un verbe à l'infinitif, et si je coupe juste ici après, je vois que j'ai ici un verbe qui est le verbe RD avec le T. Alors je sais bien qu'il y a une petite astuce quand même ici, hein, puisque je vais repasser au hiéroglyphique si vous permettez, puisque souvent le verbe va plutôt s'écrire comme ceci, RD, hein, qui est le verbe donner, placer, mettre. Mais le petit cône, le petit pain qui est ici dans la main n'est pas systématiquement représenté. Ce qui est intéressant, c'est que ce verbe RD est à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il se met au féminin, et que donc, au lieu de dire donner, puisque c'est une forme nominale, ben, ce sera le don. Oh, je ne suis pas bien mis, je repasse en texte latin, voilà. Alors, ensuite, s'il veut bien me rendre, voilà. Et alors ensuite, on est sur le don. Ce qui suit, ben, soit c'est le don de quelque chose qui s'appellerait en effet, donc c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-ci, évidemment, il faut avoir traduit ce qui précède hein, également. On va avoir un autre complément prépositionnel, donc ça c'est tout à fait classique. Hein. Donc j'ai le verbe et ensuite un deuxième complément prépositionnel qui sera alors ensuite on est sur le don à Louis, et va venir ensuite un complément d'objet tout simplement. Qu'est-ce qu'on va lui donner à lui? Ben, lui, soit dit en passant, c'est l'oisien. Hein. Donc rappelez-vous, il est en train d'attendre pendant 9 jours, il attendra pour que on vienne enfin rendre jugement, et ben, il faut bien qu'il se nourrisse. Mais Pharaon étant généreux, il fait en sorte et il dit voilà qu'on lui donne de quoi manger quand même pendant un certain temps, et on va lui donner à lui du pain, hein, ici, du thé, du pain, et puis si je regarde, là, attention, je vois que j'ai un autre signe qu'il est intéressant de connaître, qui sont les adjectifs numéraux. Je pense en avoir déjà parlé, et ça c'est l'adjectif numéral 10. Et donc, alors ensuite, on est sur le don à Louis de pain 10, mais également de, et là on a le chiffre 2, hein, qui est pareil, mais également de bière, cruche, 2. Alors, il y en a deux, on va mettre un S. Hein. Pareil ici, c'est que si on a 10 pains, on va quand même essayer d'écrire même en français, un peu correctement. Et alors ensuite, on est sur le don à Louis de pain 10 et de bière cruche 2. Et ce, jour, tous. Alors là, j'ai fait une traduction donc littérale, mais on comprend bien que la phrase va se traduire, et alors, ensuite, on fit en sorte qu'ils reçoivent 10 pains et 10 pains, pardon, et 2 cruches de bière chaque jour. Donc voici la phrase traduite. Et donc ceci est donc encore un autre élément grammatical qui vient se placer ici. Et qui est, on va dire, un complément circonstanciel de temps, peut-être, hein, tout simplement. Donc, en synthèse, on a donc ici une particularité puisqu'on a le in égale tout et le sujet est ici. Ce qui est compliqué dans les phrases de type non-verbal, qui font appel à des phrases de type comme ceci, à prédicat adverbial, c'est que on n'a pas de verbe pour entamer, donc c'est très différent de la conjugaison française. Mais ça fonctionne de la même manière. On aura ici des indicateurs d'énonciation, ou éventuellement on n'en aura pas du tout, mais enfin ici on a un indicateur d'énonciation qui est suivi du sujet, et ensuite de compléments prépositionnels et de compléments d'objets tout à fait classiques. Hein. Donc on a juste ici en début de phrase ces mots un peu particuliers, qui se distinguent des verbes, hein, ils ont un autre comportement. On a un sujet, et puis ensuite, vous voyez ici les compléments circonstanciels, introduits par deux prépositions, et on a des compléments d'objets ici, hein, les pains et les cruches de bière, et puis ici un complément circonstanciel de temps qui va marquer donc la répétition tous les jours. Ensuite, on se mit à lui donner 10 pains et 2 cruches de bière
chaque jour. Voilà, je vous propose de nous quitter sur cette reproduction d'une peinture murale de la tombe d'Iti qui sont conservées au musée de Turin et où l'on peut voir un personnage ici qui est en train de mener avec un chargement, son âne qui porte un chargement ici de sacs de blé. Voilà, comme d'habitude, traduire les hiéroglyphes, j'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile.